Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans le journal de ce jeudi 9 janvier 2025, dont voici les grands titres. Les enquêtes menées par la radio publique africaine révèlent que les contradictions se trouvant dans les discours du président de la République du Burundi sur le manque criant de carburant dans le pays n'ont d'autres objectifs que de dissimuler les détournements d'argent public commis par la société Prestige, dont la première dame est actionnaire. L'augmentation des cas de paludisme au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie inquiète beaucoup les réfugiés burundais, d'autant plus que les malades ne bénéficient pas de médicaments suffisants. Les fortes pluies mêlées à de la grêle qui se sont abattues sur 2 collines de la commune Lusaka en province de Mwaro ont détruit plusieurs cultures dans les champs, laissant la population locale dans une désolation totale. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons ce journal par la page gouvernance. Les contradictions dans le discours du président Ndayishimiye sur la crise permanente du carburant cachent des manœuvres de détournement d'argent public au profit de la société Prestige, dont la première dame Angeline Ndayubaha est actionnaire. Les enquêtes de la RPA montrent que cette société achète le carburant à plusieurs commissionnaires pour le revendre à la Sopebu à des prix exorbitants. Et pourtant, Ndayishimiye avait annoncé au Burundi que désormais, le Burundi allait s'approvisionner directement à la raffinerie pour résoudre les problèmes de pénurie et des prix. Plus de détails avec Josiane Muzaneza. Tout le monde se souvient des propos contradictoires du numéro 1 burundais concernant la pénurie répétitive du carburant. Au début de son règne, il endossait la pénurie du carburant sur le dos des gens qui voulaient renverser son pouvoir. Après, il a parlé d'une autorité qui aurait envoyé une missive aux pétroliers pour leur demander de ne pas fournir le Burundi en carburant. Bref, les versions changent à chaque fois qu'il prend la parole, comme s'il a effacé de sa mémoire les causes évoquées précédemment. Mais c'est sa dernière trouvaille qui a capté notre attention aujourd'hui. En effet, Evariste Ndayishimiye jure que les commissaires qui veulent être payés en cash sont les seules personnes derrière cette carence récurrente de l'or noir. Ce discours date d'il y a 6 mois. Ce jour-là, il a même promis que désormais il allait couper court avec ses histoires de commissionnaires et de s'approvisionner à la source même. Le problème, ce n'est pas le carburant en soi. Ça fait quelques jours que je cogite là-dessus. Et j'ai compris tous les rouages. Au fait, ils nous ont longtemps fait croire que le carburant se fait cash. Mais ce n'est pas vrai. C'était juste leur façon de détourner l'argent public. En fait, après investigation, il s'est avéré que c'était archi faux, car on peut très bien s'approvisionner et payer même 3 mois après. Mais on l'a découvert tardivement. En réalité, quand on payait cash, on perdait 36%. Par mois, le gouvernement débourse 30 millions de dollars pour l'approvisionnement du carburant. Malheureusement, le coût du carburant qui franchit le sol burundais est de 20 millions uniquement. Le reste est fini dans les poches des commissionnaires. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour nous dissuader de traiter directement avec les raffineries. Mais je peux vous certifier qu'aujourd'hui même, le carburant qu'on a acheté dans les raffineries est en train d'être déchargé. Il y a même 3 bateaux qui sont en cours de route. Donc, aujourd'hui, le Burundi s'approvisionne directement auprès des raffineries, du moins selon le président Ndayishimiye.
Mais d'après les enquêtes que la RPA a menées au sein du ministère des Finances, le président s'est juste moqué des Burundais, car tout ce qu'il a dit n'était que mensonge. Et pour preuve, la société Sopebu que Ndayishimiye a mise en place pour s'occuper de tout ce qui est approvisionnement du carburant n'est qu'un épouvantail. Non seulement la Sopebu n'a jamais importé du carburant, mais elle n'a également jamais bénéficié de soutien financier relatif. Plutôt, il a été créé pour servir de couverture à la société Prestige de la première dame, puisque c'est cette dernière qui bénéficie d'une ligne de crédit de la part de la Banque centrale, BRB. Mais paradoxalement, les mêmes commissionnaires fustigés par le numéro 1 burundais sont ceux-là même qui travaillent étroitement avec son épouse via la société Prestige. Un fait confirmé par les cadres de la BRB qui se sentent confiés à la RPA. Selon ces sources fiables et dignes de foi, le carburant utilisé au Burundi et acheté au mois de septembre dernier a transité par 3 sociétés avant d'être réceptionné par la société Prestige. Ces sociétés sont Triangle Petroleum, LLC, Standard Petroleum et MBM Petroleum. Donc, Prestige vient en 4e position. Une fois le carburant arrivé sur le sol burundais, la société Prestige le revend alors à la Sopebu, qui est une société étatique, et cela à un prix très élevé. C'est ce qui s'est passé au mois de septembre 2024, quand la société Prestige a vendu à la Sopebu 30 millions de litres de carburant. Pour ceux qui se demandent pourquoi continuer à passer par des commissionnaires alors que le gouvernement disait à présent traiter directement avec les raffineries, eh bien, la réponse est simple. La première dame empoche les commissions de ces 3 sociétés ci citées. Dans nos prochaines livraisons, nous vous parlerons de comment la société Prestige et ses complices se font beaucoup d'argent via des surfacturations qu'ils opèrent. Merci Josiane Mouzaneda. Le Forum pour le renforcement de la société civile Force estime que le Buha se comporte en juge et partie dans le conflit foncier qui l'oppose à la famille Frédéric Kabga. Selon le secrétaire exécutif du Force, Audace Habyarimana, ce conflit révèle que les pratiques d'expropriation foncière abusive continuent de se manifester au Burundi. Le conflit foncier qui oppose l'association Kabga Isdor et le Buha est une affaire très inquiétante et révélatrice d'une expropriation foncière abusive organisée en l'instar des autres affaires du genre qu'on a vues dans le passé et qui continuent à s'observer au Burundi. C'est un cas d'une gravité non moins importante et ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas la première fois que de telles pratiques se produisent au Burundi. Cette affaire qui monte ses ondes à la présidente de la République est une preuve éloquente que les services étatiques ainsi que la justice ont du mal à bien gérer la chose publique. Ainsi donc, la veuve Kabga Frédéric, représentant la succession Kabga Isdor, crie au secours et appelle à la justice et à la protection par le président de la République du fait que des menaces et intimidations qui lui sont faites menacent sa vie et ses biens. Ça témoigne à suffisance le dysfonctionnement normal de l'appareil étatique. En outre, la veuve Kabga Frédéric, quoique possédant un titre de propriété, n'a pas été épargnée par des abus et ce titre qu'elle possède date de plus de 40 ans pour sa parcelle, un titre conforme délivré par l'autorité compétente et après procédure minutieusement conduite par le conservateur des titres fonciers avant la production de ce titre. Le Buha, qui s'adresse au ministre de la Justice pour réclamer l'annulation du titre, se comporte en juge et partie, alors que la loi est si claire à ce sujet quand l'article 344 du Code des fonciers précise qu'une fois que le titre foncier est établi, un titre de propriété ne peut en aucun cas être attaqué que par une juridiction compétente conformément à la loi. Étant donné que le conflit est déjà ouvert, il n'est pas normal que le Buha se comporte en juge et partie, comme je le disais, en faisant des menaces et intimidations à la partie dite adverse. Il fallait purement et simplement attendre l'issue de la requête qu'il a lui-même formulée. Le Forum pour le renforcement de la société civile demande que cessent les menaces à l'égard de la famille Frédéric Kabga et que la justice fasse convenablement son travail. Suivez encore une fois Audace Habyarimana, le secrétaire exécutif du Force. Force recommande ce qui suit. Que cessent ces menaces à l'endroit de cette famille et permettre à celle-ci de recouvrer ses droits et protections. Que des expropriations foncières abusives cessent immédiatement en vue de redorer l'image du Burundi
et des dirigeants burundais, à commencer par le président de la République, que ce genre d'accaparement des terres des citoyens soit porté à la connaissance du public pour que les auteurs et les victimes soient connus, que les auteurs de ces abus soient connus et sanctionnés conformément à la loi par l'autorité qui en a la prérogative et qui en a la maîtrise de ces autorités qui s'adonnent à des abus au nom de l'État. C'était Audace Habyarimana, le secrétaire exécutif du Force. Toujours en page gouvernance, le gouvernement du Burundi devrait élaborer un plan bien précis pour lutter contre la corruption dont sa mise en application sera évaluée régulièrement car on ne peut pas gagner un combat sans aucun plan. Analyse faite par le président de la PARSEM après que certains dirigeants du pays aient annoncé que 2025 va être une année d'une lutte acharnée contre la corruption. Faustin Ndikumana explique que les armes pour lutter contre la corruption sont entre autres l'instauration des lois tout en les respectant, ainsi que les institutions capables de mener ce combat. Suivez Faustin Ndikumana, le président de la PARSEM. Nous avons entendu dans la déclaration du chef de l'État du président de l'Assemblée que l'année 2025 serait dédiée à la lutte contre la corruption. C'est une bonne chose parce qu'on ne pourrait pas mettre en application la vision sans une lutte contre la corruption, le renforcement de la bonne gouvernance. Et PARSEM l'a toujours rappelé, la corruption c'est un combat. Il n'y a pas un combat sans plan. PARSEM est encore une fois que le gouvernement élabore la stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption, évaluable régulièrement, qui va fédérer les énergies de tout le monde en orientant ce que chacun devra faire. Les armes de ce temps doivent c'est le cadre légal amélioré. Les élections spécialisées expérimentées, comme les tribunaux du travail. La justice est forte. Voir des dossiers qui crissent avec impunité, sans suivi. Il faut vraiment des institutions capables de faire des investigations. Parce qu'on respecte la loi dans le communauté contre la corruption, il y a d'autres abus qui sont commis. La sensibilisation sur les conséquences, la typologie, le type de corruption, surtout la grande corruption. Renforcer les actions de prévention comme la déclaration des biens, les conflits d'intérêts, la dénonciation citoyenne, le renforcement de la transparence budgétaire. Tout sera rendu dans le cadre des actions de prévention, mais qui donne un cadre permettant à ce que la corruption soit combattue avec efficacité. Nous demandons au gouvernement de faire un effort, parce que la lutte contre la corruption doit se traduire dans les actes, non pas dans les intentions, dans la moralisation, dans une orientation pragmatique et visible. En page sécurité, après l'alerte lancée par sa famille, le nommé Gérard Ninhunze de la colline Nyatubouye en commune Mugamba, qui était porté disparu depuis 3 jours, a été retrouvé. Selon sa famille, il est arrivé à son domicile ce mercredi soir et a révélé qu'il était détenu par la police dans un endroit inconnu. La famille et ses proches se réjouissent de l'avoir retrouvé indemne. En page environnement, de fortes pluies mêlées à de la grêle qui se sont abattues au niveau des collines Kiege et Lusaka de la commune Lusaka, province de Mwaro, ont décimé des champs de culture. Les agriculteurs ayant enregistré des pertes demandent aux administratifs à la base de leur venir en aide et de plaider pour eux auprès des bienfaiteurs, d'autant plus qu'ils espéraient survivre grâce à leurs champs. Les détails avec le vice Nyondima. C'était vers 14h30 quand la pluie a commencé sur les collines Kiege et Lusaka. Cette pluie était mélangée avec beaucoup de grêle et a fini par décimer totalement les champs de culture de ces collines. Notre source indique que toutes les cultures de ces champs n'ont plus de vie. Les champs ont été gravement touchés de façon qu'aucun agriculteur n'espère rien de la production de cette saison. Les cultures de ces champs étaient entre autres les haricots, maïs, les patates douces, les pommes de terre et toutes sortes de légumes. Si rien n'est fait, les gens pourraient mourir de faim. Les habitants de ces collines sont dans la désolation totale, surtout qu'ils espéraient une production et demandent au cœur charitable de leur venir en aide. Les grêles ont grandement détruit les champs et les agriculteurs sont désespérés. Nous lançons un appel à l'aide au gouvernement et aux bienfaiteurs afin que les habitants de ces collines ne meurent de faim.
Ces grêles et ces des pluies d'hier en commune de Lusaka couvraient toujours le sol jusqu'à 19h. À ce propos, nous avons essayé de joindre Karine Kaneza, administrateur de la commune de Lusaka, mais sans succès. Merci Clovis Nyonzima. Et pour clôturer ce journal, parlons réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situés en Tanzanie s'inquiètent de l'augmentation des cas de personnes souffrant du paludisme. Ces réfugiés demandent aux responsables du secteur de la santé de ne pas négliger cette situation, surtout que les malades ne bénéficient pas de médicaments suffisants. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Des réfugiés burundais vivant au camp de Nyarugusu font savoir que dans différents villages, il se remarque plusieurs cas de personnes souffrant du paludisme dans chaque ménage. Notre source indique que l'augmentation de ces cas inquiète prudent. Nous avons un problème lié à la présence de la malaria dans ce cas de Nyarugusu. Nous estimons que c'est une épidémie. Dans chaque ménage, le nombre de patients porteurs de cette maladie peut même arriver à 4 ou 5, voire même tous les membres d'une famille peuvent tomber malades en même temps. Malgré l'augmentation de ces cas, ces réfugiés estiment que les médicaments ne sont pas suffisants. Un malade qui n'est pas dans un état critique ne reçoit pas un traitement, précise toujours nos sources. Pour ceux qui se rendent dans les structures sanitaires, mis à part de ceux qui sont amenés sur des civières, les autres ne sont pas soignés comme il faut. Il y a plusieurs cas de décès. Comment est-ce qu'une personne peut être diagnostiquée de la malaria et on lui donne le paracétamol comme médicament? Est-ce que le paracétamol soigne le paludisme? C'est vraiment problématique et on ne sait pas où se trouvent les médicaments. Si il demande aux responsables chargés du secteur de la santé dans le camp de Nyarugusu de donner un traitement efficace aux malades et que les structures sanitaires fermées soient de nouveau ouvertes. Mis à part de la demande de la réouverture des structures sanitaires fermées, il faut qu'il y ait des médecins expérimentés qui viennent traiter cette maladie. Compte tenu des victimes déjà décédées, il nous est difficile d'accepter que c'est du paludisme simple parce qu'il importe plusieurs vies humaines. Si la situation ne change pas, il y aura plusieurs victimes de cette maladie. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de l'organisation non gouvernementale Medical Team International chargée du secteur de la santé dans son cas pour qu'ils puissent s'exprimer. Merci à toi Emmanuel Ndaishimiye. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin du journal de ce jeudi 9 janvier 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. Bonne soirée chez vous.